Je suis un ancien chef d'entreprise. J'avais une entreprise, j'ai eu toute une première partie de ma vie dans le monde du business, dans lequel je croyais beaucoup. À l'époque, je croyais tout à fait dans les valeurs, entre guillemets, du capitalisme libéral. Je croyais véritablement contribuer à un mieux-être pour tous, tant dans mon entreprise que par mon activité. J'étais dans le domaine de la logistique du transport international et du commerce international. Et à la tête de cette entreprise, surtout pendant les années 80-90, j'ai vu que les choses n'allaient pas du tout dans le sens que je souhaitais. Plus les choses avançaient, mon entreprise marchait très bien, elle gagnait de l'argent, elle était très prospère, tout allait pour le mieux, sur le plan économique et selon les critères encore actuellement retenus. Mais sur le plan humain, ça n'allait pas bien, puisque je me voyais malgré tout licencier du personnel pour des raisons tout simplement d'investissement dans de nouvelles technologies, et puis je voyais les choses se dégrader dans le monde, avec en plus notre environnement naturel qui lui-même se dégradait considérablement. Donc je me suis dit qu'il y avait une contradiction. Plus les choses allaient, mieux ça allait, selon encore une fois les critères retenus économiquement, mais sur le plan du sens de ma vie et du sens de l'utilité qu'avait mon métier dans le monde, j'étais de plus en plus déçu. Et puis je voyais que ce n'était pas unique à mon cas personnel. J'ai donc décidé, après 3 ans de réflexion, de découragement, d'interrogation dans tous les sens, de quitter le monde des affaires. Donc j'ai démissionné de toutes mes fonctions en 1992. Et puis je me suis lancé dans une quête où je voulais véritablement essayer de comprendre cette contradiction qui voulait que, à la fin du XXe siècle, puisqu'on était à la fin du XXe siècle, pourquoi, malgré toutes les technologies, malgré tous les moyens, malgré toutes les connaissances que les êtres humains avaient accumulées, dont ils bénéficiaient, pourquoi on échouait encore aussi lamentablement à créer des conditions de vie décentes et épanouissantes pour tous. C'est ça qui m'a motivé, et là j'ai traversé un long désert, mais qui m'a permis de comprendre non seulement certaines choses à l'extérieur, donc dans le système même, dans la logique même du système, mais en même temps, la difficulté, je dirais, de mon parcours et de ce désert que j'ai traversé m'a conduit à comprendre aussi que ce que je n'aimais pas dans le monde extérieur, eh bien, prenait sa source aussi dans ma propre dynamique intérieure, mais à des niveaux tellement subtils et invisibles que je ne pouvais pas forcément les voir. Et c'est ça qui a été intéressant, parce que je vois aujourd'hui, je ne cherche pas à agir uniquement sur le système et être une proposition, être une sorte de proposition de transformation du monde extérieur, mais je vois combien nous sommes à une époque où les transformations que nous ferons doivent prendre leur source dans la transformation de notre mode de pensée individuel. Voilà grosso modo ce que je peux dire. Alors absolument, dans ce parcours, j'ai été amené à m'intéresser à la monnaie, question que je ne me posais absolument pas à l'origine. Hein. Les questions que je me posais étaient des questions classiques qu'on entend régulièrement dans les médias ou autres, question de l'emploi, question du chômage, question de la retraite, question de la sécurité sociale, question de la faim dans le monde, etc., etc. Mais jamais la monnaie. La monnaie est toujours très présente dans notre vie. On parle de prix au quotidien. Les prix et la monnaie est présente au quotidien sans qu'on se pose jamais réellement la question de qu'est-ce que c'est que la monnaie, d'où elle vient, comment elle est gérée, pourquoi il en manque, pourquoi il en va tant à certains endroits et pas assez à d'autres, etc. Ah, alors la monnaie est une convention sociale. C'est-à-dire que euh, le, le, la monnaie en tant que telle, un billet de banque, une pièce de monnaie, voire même une pépite d'or, euh, a- n'a pas de valeur intrinsèque. Elle n'a que la valeur que les êtres humains lui donnent. Et quand une communauté décide de se doter d'un système monétaire pour faciliter ses échanges,
eh bien c'est une simple décision. Si certains connaissent les sels, les systèmes d'échange locaux, hein, qui se font avec des grains de sel, eh bien c'est une communauté des gens qui sont là et qui décident d'échanger leurs biens et leurs savoirs avec une unité de compte. Donc la monnaie est une convention sociale fondée seulement sur la confiance que cet outil qu'on a défini ensemble va être accepté par tous. Donc voilà, c'est une simple convention sociale. Et le problème majeur est que de cette convention sociale, on en a fait la représentation première de la richesse. Tout le monde aujourd'hui, qu'on soit un particulier, qu'on soit une entreprise, une ville, une région, un pays, tout le monde, la finalité première, c'est avoir de l'argent. Alors, le constat est à double face. Il y a un constat très positif qui va s'ancrer dans la découverte qui a été une découverte pour moi. Qu'en 1971, toutes les monnaies se sont dématérialisées. Jusqu'en 1971, les monnaies dans le monde s'appréciaient par rapport au dollar qui lui-même était convertible en or. Donc les monnaies étaient encore reliées à une valeur métal, à une matière, donc une matière existante, une matière limitée en quantité, donc la monnaie était matérielle. Et donc le système était conçu par rapport à l'accès à une matière. Et puis en 1971, les États-Unis ont abandonné la convertibilité du dollar en or, et à partir de cette date, toutes les monnaies ont abandonné leur aspect matériel. Ce sont devenus exclusivement des unités de compte virtuelles créées par la seule volonté humaine. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, puisque aujourd'hui, on ne devrait plus pouvoir dire qu'on n'a pas assez d'argent, puisque ce sont les êtres humains qui décident de la quantité de monnaie qu'ils émettent. Et donc, quand on entend dire qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas assez d'argent, c'est quelque chose de tout à fait inapproprié et inexact. Donc le côté positif de la chose, justement, c'est de dire qu'aujourd'hui, grâce à la nature virtuelle de la monnaie, nous n'avons aucun obstacle. La monnaie ne devrait jamais être un obstacle à la réalisation d'un projet. Malheureusement, on est resté, ça c'est le côté négatif, malgré la dématérialisation de la monnaie, on est resté dans la conception et l'utilisation et la gestion de la monnaie comme si elle était encore matérielle, limitée en quantité. Et pourquoi ? Parce que le pouvoir de création monétaire, ceux qui décident aujourd'hui de l'émission de ces unités virtuelles, eh bien c'est le système bancaire privé. Donc ça a été abandonné, hein, ce sont des choix politiques très regrettables, mais ce sont des choix politiques qui ont fait qu'aujourd'hui c'est le système bancaire mondial privé qui crée la monnaie, qui crée ces unités de compte virtuelles, mais évidemment pas pour le bien-être des peuples. En tant qu'entreprise privée, la finalité d'une entreprise privée, c'est de faire du bénéfice, du profit financier pour ses actionnaires. Le système monétaire qui est le nôtre, la nature de la monnaie qui est la nôtre, nous met tous, la multitude, le plus grand nombre, les 99%, nous met dans les pattes des riches, qui créent de toutes pièces une situation de rareté, et donc de peur de manquer, et donc de cupidité générale. Compétition, cupidité, peur de manquer générale, mais qui n'est pas nécessaire, qui est liée à la monnaie. Là maintenant, on est dans une monnaie qui n'existe pas en tant que telle, il n'y a pas de monnaie, et c'est l'être humain qui va décider d'émettre, de créer des unités de compte. Et puisque ce pouvoir a été confié aux banques, eh bien les banques le font par le crédit. Donc il faut d'une part qu'il y ait une demande d'argent. Je donnais l'exemple hier de moi ayant besoin d'une voiture, j'empruntais 4 ou 5 000 euros à ma banque. Donc je vais voir mon banquier, j'ai un besoin, et le banquier m'écoute. Il n'a pas les 4 ou 5 000 euros dont j'ai besoin. Il n'a pas besoin de les détenir. Il va juste regarder ma capacité à rembourser la somme que je vais lui emprunter, plus les intérêts. Et s'il estime que j'ai cette capacité,
alors il va faire un jeu d'écriture, c'est un simple jeu d'écriture, où on va échanger une dette. Il va mettre au crédit de mon compte les 5 000 euros, donc il va écrire 5 000 qui vont passer donc, dans sa comptabilité à lui au passif de la banque, puisqu'il me les doit, il va me les donner, donc il les met sur mon compte, donc il me les doit, mais il va mettre à l'actif de son bilan c'est la même somme, les 5 000 euros, que je lui dois au rythme des échéances qui sont prévues. Et c'est ce simple jeu d'écriture qui crée la monnaie. Donc aujourd'hui, 90% de la monnaie, c'est ce type de monnaie qui apparaît au moment des crédits et qui disparaît au moment des remboursements. Plus de 90%, donc presque toute la monnaie. Si aujourd'hui tout le monde remboursait ses dettes, il n'y aurait plus de monnaie. On n'y aurait plus que les billets et les pièces, qui sont d'ailleurs une autre dette, une dette de l'État. Une dette de l'État, mais l'État n'est pratiquement plus l'émetteur de la monnaie. Sauf pour la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets et les pièces. Ce qui a des conséquences sur la dette publique particulièrement, c'est le fait d'avoir choisi politiquement d'abandonner le pouvoir de création monétaire aux banques. À partir du moment où on a abandonné ce pouvoir, eh bien les États se retrouvent dans la même situation que monsieur et madame tout le monde. Quand l'État a besoin d'argent, eh bien il doit se tourner vers les investisseurs, ces investisseurs étant les fonds de pension, les grandes banques, les assurances, etc., donc le marché financier, où des personnes vont acheter, vont prêter de l'argent aux États. Sauf qu'évidemment, dans ce cas-là, il faut rembourser et il y a un taux d'intérêt. Et enfin, quand on regarde l'évolution des choses depuis 1970 à aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que c'est le fait même d'être obligé d'emprunter à intérêt sur les marchés financiers qui a créé la dette publique. Donc c'est ça qui est absolument dramatique, c'est qu'en fin de compte, la monnaie qui est un bien commun, puisque comme je le disais dans la définition que vous m'aviez demandé au départ, la monnaie c'est une convention sociale fondée sur la confiance. Une convention, c'est tout un peuple qui va accepter le fait d'utiliser une monnaie. Et c'est un peuple qui décide, qui vit ensemble et qui va utiliser cet outil pour faciliter sa production et ses échanges. C'est donc un outil de bien commun, c'est un outil collectif et c'est absolument pas un outil qui devrait être laissé à une entité privée. La vocation même de la monnaie est d'être émise par la collectivité au service de la collectivité.